Bienvenue Stop Invest. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Ford Motors? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. D'accord? Ici, on va directement, on regarde d'abord premièrement les revenus. Quel est l'état des revenus présentement? Nous avons des revenus stables, croissants ou bien décroissants. Ici, vous constatez que, bon, c'est pas si évident que ça. Même pas que c'est pas évident, on a des revenus à peu près décroissants sur toute cette période aussi. Mais quand on regarde sur les 10 dernières années, nous avons à peu près une stabilité des revenus, la pandémie étant passée par là, parce qu'on peut quand même considérer ça comme une légère croissance ici. Ok. Maintenant, j'aime bien aller regarder si les compagnies automobiles également ici. J'aime bien regarder la marge brute ici, si on a des marges brutes à peu près stables ici. Vous voyez que ce n'est pas facile. C'est pas un business facile. Donc, la plupart du temps, nous avons des marges brutes en dents de 6 ici, mais on a une certaine stabilité, on a une certaine moyenne aux alentours de 10% ici. C'est bien les marges brutes. J'aime également aller regarder la marge EBITDA ici. Quelles sont les marges EBITDA que nous avons présentement ici? Nous avons les marges EBITDA, voilà. À peu près bof bof, voilà, on arrive à se maintenir ici. Mais il y a un truc qui saute aux yeux ici. On a des marges EBITDA qui sont à peu près l'équivalent des marges brutes ici. C'est bizarre. C'est pas normal. Donc, soit il y a une erreur ici. Non, enfin, on a 11%, donc on a 3% de différence ici. En tout cas, il y a quelque chose à aller creuser en profondeur ici. D'accord? Donc, les compagnies automobiles, c'est un business très compliqué, la vente de voitures. Très, très, très compliqué. Les fabricants de voitures, je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais l'efficience est très, très importante. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc, quand vous gagnez beaucoup d'argent, remboursez la dette, investissez massivement pour le futur. Mais surtout, investissez voilà, dans des entités qui peuvent avoir de l'avenir. Pas juste investir pour investir. Non, pas du tout. Parce qu'il faut vraiment avoir à la tête de ces entreprises-ci des véritables allocateurs de capital. D'accord? C'est très important que le PDG soit compétent. OK? Parce qu'il faut également constater que ce genre d'entreprise, ce sont des compagnies financières. Pourquoi? Parce que Ford Motor a un bras financier qui permet ici de pouvoir encourager les ventes automobiles, dans le sens où ils accordent des crédits. Maintenant, est-ce qu'ils gardent le risque de crédit dans les états financiers, dans les balance sheets ici? Voilà, je pense bien, soit c'est le cas ou bien ils sont en partenariat avec d'autres banques, mais c'est un business assez compliqué. OK? Donc, pour l'évaluer, c'est généralement très simple. Regardez les actifs tangibles nets par action. Donc, ici, par exemple, quand on va regarder les marges nettes ici, d'accord, on va comparer les net income, OK, avec les free cash flow. Déjà, c'est pas le genre de business qui m'intéresse. Les seules compagnies automobiles qui peuvent m'intéresser, c'est Ferrari, d'accord, dans une certaine mesure. Je pourrais même dire que c'est même la seule qui pourrait réellement m'intéresser. Sinon, pour le reste, il faut vraiment qu'elle soit extrêmement dépréciée, un peu comme une Stellantis, comme ça, qui n'a presque pas de dette, ou bien encore les Allemandes qui, voilà, qui ont à peu près une certaine rigueur au niveau de la gestion, ok? Mais des entreprises comme Ford, GM, c'est compliqué. Toyota également n'est pas mal, mais en termes de qualité, franchement, c'est difficile de trouver des entreprises qualitatives dans le segment automobile. Je pense même que l'entreprise la plus qualitative dans le segment automobile, et je pense que c'est Ferrari. Tout simplement parce que Ferrari a un pricing power. Elle n'a pas besoin de vendre 1 million de voitures ou quoi que ce soit. Elle en vend un petit nombre de voitures. Elle peut augmenter le prix comme elle veut. Et les clients, une fois que vous avez acheté la voiture chez elle, ces clients, chez Ferrari, vous revenez toujours. Pourquoi? Pour la maintenance ou bien pour les pièces détachées, des choses comme ça. OK? Je préfère Ferrari à toutes les autres entreprises qui peuvent exister dans le segment automobile. Maintenant, si on va dans le segment des, des sous-traitants, parce que les compagnies automobiles sont juste des assembleurs. Ils ont des sous-traitants comme Magna Corporation, comme Linamar, la canadienne, comme également Continental, comme Michelin, comme certaines compagnies m'échappent, voilà, comme Forcia présente, comme Forcia, comme Valeo, ou je pense bien c'est ça le cas, c'est ça le nom. Bref, j'aime également comment on appelle ça, les sous-traitants, mais pas tous, certains. OK? Compagnie automobile ici, quand je regarde à peu près les free cash flow et les net income, déjà premièrement, il faut normaliser les résultats ici. Parce que ça ne sert à rien de regarder ça comme ça, parce que ce business est assez compliqué. Donc, il faut regarder quel est le bénéfice net moyen que l'entreprise a l'habitude d'avoir ici, ou bien le free cash flow net moyen. Vous pouvez déjà voir ici que les free cash flow ont tendance à être supérieurs au bénéfice net ici. OK? Donc, on peut se dire ici qu'on prendra les free cash flow pour pouvoir apprécier la rentabilité de cette compagnie ici. Donc, quand on regarde les free cash flow ici en termes de moyenne ici, pas en termes de pourcentage. Donc, la moyenne ici, les free cash flow ici, en médiane, on va mettre la médiane. Sur les 20 dernières années, nous avons à peu près, c'est un business qui rapporte à peu près 7 milliards 830 millions en moyenne. Enfin, quand je parle de moyenne, je parle de médiane ici. OK? Donc,
Également, si on prend la période des 10 dernières années, nous avons à peu près 8 milliards 900, donc presque 9 milliards ici. En date d'aujourd'hui, nous avons 2 milliards 630 millions. D'accord? Donc voilà, il y a de plus en plus de pression en date d'aujourd'hui. Ça peut être des retards au niveau de la chaîne d'approvisionnement, ça peut être l'augmentation des coûts de production, des choses comme ça, mais ça fait partie du day-to-day de l'entreprise. OK? Donc, le marché paye généralement combien pour ce genre de business-ci? Quand je prends le price to free cash flow, vous constatez ici que le marché, ici, sur les... Voilà, je vais prendre la médiane sur les 20 dernières années, disons 4,5 fois les free cash flow, ce qui est déjà très, 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 très bas. Sur les 10 dernières années, ils payent 5 fois les free cash flow, encore très, très bas. Sur les 5 dernières années, on paye à peu près 4 fois les free cash flow. Donc, déjà payer 10 fois les free cash flow, c'est très bas. Alors, n'imaginez même pas 5 fois les free cash flow. Donc, et tout simplement parce que la dette, le niveau d'endettement de cette compagnie, de ces entreprises est juste énorme. Mais quand on compare ce niveau d'endettement à l'EBITDA ici, vous allez voir qu'on va obtenir quelque chose comme ça. Genre 5,7 fois les bénéfices. Mais attention, l'EBITDA ici, il faut enlever la dépense en capital. Donc normalement, quand vous prenez la dette nette sur EBITDA, vous devez prendre dette nette sur EBITDA moins le CAPEX. D'accord? Et le CAPEX de maintenance de préférence. Et quand on prend le CAPEX ici, on a une autre histoire. On est aux alentours de 9 fois. Donc, et cette dette-ci, voilà, ça peut être une dette qui n'est pas une dette qui est liée réellement au day-to-day de l'entreprise. Peut-être les usines, les usines de fabrication de voitures ici ont une certaine dette, mais également il y a une dette qui est liée ici aux différents prêts automobiles. C'est important à prendre en considération. Donc parfois, quand on prend ce genre de logiciel-ci, il peut avoir de la difficulté à pouvoir faire la différence entre ces deux types de dettes-là. OK? Donc parce que cette dette-là ne met peut-être pas en danger l'entreprise ici, parce qu'il y a souvent ils arrivent souvent à compartimenter cela ici, mais cette dette-là est inclue dans les rapports financiers. Donc moi, je fais souvent simple. Pour évaluer ce genre d'entité, je ne me casse pas la tête. Je regarde les actifs tangibles par action et je regarde l'évolution des actifs tangibles. OK? Donc ici, je préfère les entreprises qui ont l'habitude d'augmenter leurs actifs tangibles nets. OK? Donc c'est ce genre d'entreprise-là que je vais favoriser. D'accord? Donc tangible, quand on regarde les tangible book value ici, vous voyez que la pandémie, enfin pas la pandémie, mais la crise de 2008 étant passée par là, vous savez que ces entreprises ont souffert notamment par rapport à leur bras financier ici. Donc vous constatez qu'à partir de cette période, on a recommencé à, voilà, le book value a continué, a augmenté depuis à peu près, voilà, on a une augmentation depuis à peu près 2010-2008 par là. OK? Donc vous constatez qu'aujourd'hui, on a 41 milliards. Donc cette entreprise, si je ne l'achèterais pas à plus de 41 milliards, et encore, dans ce plus de 41 milliards, je dois me poser la question à savoir, en période difficile, est-ce que, voilà, ces free cash, si ça diminue, ça peut aller jusqu'à combien? Vous voyez ici que ça a fondu comme neige au soleil. Donc, c'est un business assez compliqué. Donc, si je veux l'acheter, je préfère déjà, premièrement, l'acheter à ses actifs tangibles nets par action, à la valeur de ses actifs tangibles nets par action. OK? Et encore, je veux voir le cash qu'elle ramène. Je veux absolument que l'entreprise rembourse sa dette si elle a une énorme dette. On peut voir ici qu'au niveau de Ford, le niveau d'endettement ici de 130, on est quitté de 135 milliards à 97 milliards, donc à peu près 40 milliards en moins ici entre 2020 et aujourd'hui. D'accord? Si on prend les deux, trois, si on considère ça comme 2020, 2021, 2022, comme 3 années, on a à peu près par là 27 milliards qu'on a eu à produire. On a payé à peu près une quarantaine de milliards en termes de dette ici. Donc, c'est une bonne chose. OK? Donc, ce cash-ci permet de rembourser la dette. On paye également un dividende de 4,9% ici qui est assez safe parce que théoriquement, on paye 5 fois les free cash flow moyens ici. Techniquement, quand on paye 5 fois les free cash flow moyens, ça veut dire qu'on a un rendement de 20%. D'accord? Mais le rendement de 20% ici vient avec quelque chose derrière. En fait, c'est parce qu'on a une dette assez élevée ici qui devrait être... Voilà, on doit diminuer cette dette-là à un certain niveau. Idéalement, c'est une dette nette, voilà. Quand on prend la dette nette sur EBITDA ici, voilà, vous allez voir 5 fois les bénéfices ou 6 fois 6 fois les EBITDA ici. Ce n'est comme je vous l'ai montré tantôt tout à l'heure, il faut prendre la dette nette sur EBITDA moins capital expenditure. C'est important. Et quand vous prenez ce dette net, quand vous prenez ce ratio-là, vous vous rendez compte que c'est tout simplement à des niveaux assez élevés. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise va faire faillite ou quoi que ce soit. Elle a juste un bras financier présentement. Mais, n'empêche que il faut faire attention à ce genre d'industrie-ci. Donc, pour moi, évaluer cette compagnie-ci en date, je ne paierai pas plus de 10 dollars l'action. Et encore, j'ai besoin d'une marge de sécurité supplémentaire. J'ai envie de l'acheter à un prix inférieur
à la valeur des actifs tangibles par action parce que je n'ai aucune garantie que ces actifs tangibles par action-là vont avoir tendance à être stables. Et également, on peut se dire ici que est-ce que le management est compétent dans cette entreprise? Si c'est très important. Donc, il faut regarder ici qui est le manager, quand est-ce qu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est là, voilà, il faut absolument regarder ça, c'est important. Au niveau du dividende ici, il n'y a rien d'étonnant, il n'est même pas stable. D'accord. Donc, au niveau des compagnies automobiles ici, Ford, c'est clairement une entreprise qui ne va peut-être pas, qui ne va vraiment pas m'intéresser. Et encore, si vous devez l'acheter ici, achetez-la vraiment à un prix de solde, réellement, aux alentours de 3 dollars, 5 dollars par là, on peut commencer à regarder cette entreprise-là. Mais en tout cas, en date d'aujourd'hui, je dirais que non. OK? Mais le dividende, ils peuvent le payer, mais je ne pense pas qu'ils devraient. Ce dividende-là nous gaspille à peu près de 2 milliards 500 qu'on pourrait utiliser pour rembourser la dette. Elle ne devrait même pas payer un dividende ici. Elle devrait prendre tout cet argent-là, rembourser sa dette ici, d'accord? Et après ça, revenir à des niveaux. Enfin, réinvestir massivement pour le business et surtout au niveau de la voiture électrique, où est-ce qu'elle se retrouve, même si je pense qu'elle arrive à investir massivement de ce côté-là, mais ça reste un business très, très compliqué. C'est pas étonnant que c'est le genre d'entreprise qu'on achète uniquement quand tout va mal. Et encore, s'ils arrivent à bien se gérer au niveau de l'endettement ici. OK? Donc, Ford ici ne sera pas une opportunité d'investissement pour moi ici aujourd'hui, même si je pense qu'elle est à la limite correctement évaluée, mais elle ne représenterait pas une bonne opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Il ne faut pas que les PER ici nous trompent. OK? Donc, je vous assure que, je pense que sur le marché, on a de meilleurs choix que Ford en date d'aujourd'hui. Si vous voulez vraiment investir dans une compagnie automobile, vous avez les Allemandes qui sont assez bien gérées. Vous avez également Stellantis qui est là. Vous avez également une entreprise comme Polaris, même si ce n'est pas de l'automobile pur, mais voilà, ça peut être une entité ici qui pourrait être intéressante. Donc, je ne dis pas que le prix est bon, mais je peux dire ici que c'est une entreprise un peu mieux gérée que le reste, d'accord? Je vais me limiter là, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.